On a pensé que le coup de foudre n'était rien d'autre qu'une double pulsion naturelle qu'un certain nombre de faits relevant du hasard le plus pur rendent fugitivement plus vive et plus déconcertante. La définition officielle ajoute que rien ne le prouve autant que la rareté de ce genre de rencontres constatées ailleurs que dans la littérature et le cinéma populaire. On a enquêté sur l'effet coup de foudre sur 1284 couples de tout âge et de toutes conditions en Amérique. Parmi eux, seuls 31,4% auraient pu s'entendre à merveille. Le problème des autres va à de bénignes incompatibilités en tout genre, à de lourdes divergences qui vont jusqu'à la décision du divorce. Parmi ces ménages à problème, seuls 8,7% reconnaissent avoir eu l'impression de se rencontrer sur un coup de foudre. Parmi les 31,4% d'heureux, en revanche, 83,1% ont affirmé dans le questionnaire du docteur Sinclair éprouver le coup de foudre. Telle est la description type de cette mystérieuse inclinaison mentale et physique qui les a violemment poussés l'un vers l'autre. Nous nous sommes vus, regardés quelques instants, et dès ce moment, nous avons su que nous étions faits pour vivre ensemble le restant de nos jours. L'étude a montré que ces couples s'entendaient généralement mieux que les autres sur le plan sexuel, et plus longtemps. Ils éprouvaient sensiblement moins de lassitude habituelle engendrée par le mariage. Rien ne l'indique sans doute mieux que l'ouverture en Union soviétique d'une agence matrimoniale, test où l'on utilise le cliché kirlian pour déterminer les affinités entre deux candidats. Cette initiative résulte de constatations effectuées à partir d'une comparaison d'aura chez des personnes affectivement très proches. Lorsqu'ils pensent l'un à l'autre, on a par exemple remarqué que des amoureux sincères émettaient aux extrémités digitales une bioénergie beaucoup plus riche qu'au moment où ils ne se trouvent pas dans cette situation émotionnelle. Il y a encore plus insolite et aussi plus significatif. C'est le fait cliché, les deux mains rapprochées des amoureux, on note très nettement une série d'échanges bioénergétiques d'une aura vers l'autre. Les partenaires d'un couple profondément unis parviennent donc à une sorte d'osmose psychique et somatique qui est sans doute fondamentale dans l'affinité des sexes. Le professeur Rhine, le grand pionnier de la parapsychologie occidentale, a noté au cours de milliers de tests que le phénomène télépathique était 4,8 fois plus fréquent entre deux sujets masculins et féminins qu'entre deux personnes du même sexe. Mieux, écrit la fille de Rhine, le docteur Feser, lorsque le garçon et la fille qui étaient testés avaient l'un pour l'autre un sentiment tendre ou qu'ils entretenaient des relations sexuelles satisfaisantes, ce phénomène devenait jusqu'à 6,4 fois plus fréquent. Il paraît acquis, poursuit-elle, que la transmission de pensées d'intérêt psychologique connaît des terrains plus ou moins favorables. Ainsi, deux êtres qui se haïssent finissent-ils toujours par se communiquer extrasensoriellement leur haine. On ne peut pas le constater encore d'une manière statistique, la haine ne donnant pas en règle générale lieu à des expériences de laboratoire et à des enquêtes. En amour, c'est différent. Deux personnes qui s'aiment, époux ou amants, éprouvent souvent le désir d'expérimenter ensemble dans le laboratoire, car ils ont dans leur vie beaucoup d'exemples de communication extrasensorielle spontanée. De nombreux sujets volontaires se présentent en couple. Ce fut le cas à Seattle avec le docteur Sandra Desmond. Elle démontra que les amoureux pouvaient avoir naturellement recours à la transmission de pensée. Elle travailla pour la circonstance avec un garçon et une fille attachés l'un à l'autre et qui venaient au laboratoire pour gagner quelque argent. Le sujet James H, rapporte le docteur Desmond, m'expliqua comment elle procédait avec sa girlfriend, Doris F. Ils obtenaient des résultats bien plus intéressants que les sujets habituels. Je pense donc qu'il est intéressant de retranscrire la bord du témoignage, aussi maladroit que ce dernier puisse être dans la formulation des données.
Je suis absolument incapable d'émettre un message quelconque à l'attention de Doris. C'est toujours elle qui le fait. Moi, je reçois. C'est ainsi. Comment? Quelle est ta technique? Qu'est-ce que tu ressens quand le message arrive? Comment démêles-tu ce message des autres informations qui se bousculent à ce moment dans ta tête? Quand on fait tous les deux de la télépathie pour s'amuser, c'est assez différent. Nous sommes à ce moment-là très proches l'un de l'autre. Pas obligatoirement de manière physique, je ne sais pas comment l'expliquer, une sorte de courant qui passe sans que l'on sache pourquoi. Et quand nous sommes l'un avec l'autre, c'est avant ou après l'amour que nous y jouons. Je ne pense alors qu'à Doris. C'est comme si moi, j'étais elle et elle était moi. Vous ne faites plus que, c'est ça? Non, nous échangeons nos personnes. Je ne peux pas expliquer. Et au labo alors? Là, c'est tout à fait différent. On doit deviner des cartes. Rien à voir avec l'amour. Je n'ai plus l'impression d'être tout seul avec Doris. J'arrive difficilement à imaginer que là, je la tiens dans mes bras. C'est pour cela qu'au début, nous avons eu des difficultés. Par la suite, nous nous sommes mis d'accord pour imaginer que pendant votre séance, nous étions l'un près de l'autre, seuls dans une chambre. Parfois, que nous faisions l'amour. Là, ça a marché. Il aurait été curieux de photographier les auras des deux amoureux pendant la transmission de pensée. Si l'on compulse les annales d'une société de recherche psy, comme la SPR britannique, on trouve des centaines de cas où la télépathie spontanée a joué entre un homme et une femme qui s'aimaient. C'est l'éternelle histoire, écrit l'un des fondateurs de cette société, le docteur Myers, du fiancé qui, à l'heure de sa mort, sur un champ de bataille, apparaît à sa promise et lui indique clairement qu'il va succomber. Il y a télépathie quand le message coïncide dans le temps, mais il est aussi fréquent qu'il s'impose sous forme de prémonition. Nous disposons même d'exemples où la mère d'un jeune homme a écrit à distance sur le secrétaire de sa bien-aimée un adieu palpitant. L'amour est donc générateur de toutes les facultés psy, clairvoyance, psychokinésie, télépathie, du moins dans des cas bien déterminés qui malheureusement s'entourent de circonstances dramatiques. Il est certain que les situations de crise sont plus favorables que la vie de tous les jours aux manifestations extrasensorielles spontanées. Le couple du docteur Despont démontre que la communication paranormale peut prendre place dans n'importe quelle condition, aussi prosaïque soit-elle. Il se peut qu'une bonne partie de la sorcellerie d'amour, filtre, sort ou envoûtement relève de cet étrange lien psychobiologique susceptible de se créer entre deux êtres selon des critères inconnus. Mais c'est là encore un autre problème. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.